Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la cote d'alerte est atteinte. Un ancien vice-président d'une cour d'appel a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone. Cette multiplication des prises d'otages des civils est aux yeux de la société civile un indicateur de la détérioration de la situation sécuritaire et la radicalisation. Ce soir, le bâtonnier Charles Tchongan décrypte la météo politique, sociale et le climat sécuritaire dans le chaudron de la crise anglophone. De nouvelles personnalités dans le viseur de la justice, un ancien gouverneur de la région du littoral et ex-directeur général du Crédit Foncier du Cameroun sont interdits de sortie du territoire au risque d'être arrêtés et conduits devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial. Elles sont au total une trentaine de personnalités fichées par la police judiciaire. Au-delà de la présomption d'innocence, l'épervier a-t-il repéré de nouvelles cibles et nouveaux détourneurs de deniers publics? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les régions anglophones connaissent un pic d'enlèvement des personnalités ce week-end encore. Un ancien vice-président de la Cour d'appel du Sud-Ouest a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone. Maître Akbor Mbala Congo qui dénonce ces actes posés par des groupes armés. Il déplore la détérioration de la situation sécuritaire et les risques élevés d'une radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec Gladys Sidier. La liste des personnalités enlevées dans le sud-ouest et le nord-ouest s'allonge. L'ancien vice-président de la cour d'appel du sud-ouest a été récemment enlevé par des hommes armés alors qu'il assistait aux funérailles de sa mère dans le département de la Magno. L'alerte a été donnée par Maître Félix Akbor Congo, l'ancien leader du consortium de la société civile anglophone. Il dénonce dans une sortie l'enlèvement de cette personnalité tout comme les exactions de groupes armés menés sur des civils dans les régions en proie à la crise anglophone. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée avec les kidnappings enregistrés sur le théâtre de la crise anglophone. Le cas de Justin Beng Martin en rappelle plusieurs autres, avec des dénouements heureux pour certains et des interrogations quant au sort réservé aux autres, dont on est toujours sans nouvelles. On a encore en mémoire l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, Namata Diteng, le 11 février 2018. Son véhicule avait été retrouvé incendié. Il s'apprêtait pourtant à prendre part aux festivités de la fête de la jeunesse. Sa disparition avait mobilisé les chefs traditionnels, les autorités administratives qui avaient fait part de leur intention de soutenir les forces de l'ordre dans la recherche du sous-préfet de Batibo. Ce dernier est toujours introuvable. C'est aussi le cas du délégué des affaires sociales du Nord-Ouest, Animbong Aaron Ankiambom. Il était de retour d'obsèques dans le village Achong. Il était accompagné de son chauffeur et d'un autre passager qui ont été libérés. Et comme dans le cas du sous-préfet de Batibo, les ravisseurs ont incendié le véhicule du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest avant de disparaître dans la nature. Quelques personnalités enlevées ont tout de même été libérées. C'est le cas du professeur Aivolek Etambo, président du conseil d'administration du DCE Board, enlevé dans le Lébi Alem. Une vidéo de son enlèvement a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, dans laquelle ses bourreaux réclamaient 100 millions de francs CFA au gouvernement camerounais. Même si rien n'a filtré sur les négociations avec les sécessionnistes, il a tout de même été libéré. Le sous-préfet de Wabane dans le Lébi Alem, Chi Augustine Vunagam, après plusieurs semaines de recherche, a été retrouvé grâce à l'action conjuguée de l'armée et des forces traditionnelles. On se souvient aussi de cette opération qui a permis la libération de 12 touristes européens dans la région du sud-ouest, tel qu'indiqué par le ministre de la Communication Issatiro Mabakari, qui a également précisé que 6 conseillers municipaux camerounais avaient été libérés lors d'une opération spéciale. Ces enlèvements à répétition témoignent de la détérioration de la crise anglophone. Les officiels sont dorénavant ciblés par de bandes armées qui procèdent à des prises d'otages ainsi qu'à des attaques de civils et de militaires.
Sur ce plateau, avec nous, le bâtonnier Charles Djongang. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nfollet. Vous avez dirigé le Conseil de l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010 et vous suivez de près cette actualité dans les deux régions du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, là où, ce week-end encore, un ancien vice-président d'une cour d'appel a été enlevé. Comment expliquez-vous cette série d'enlèvements sur le théâtre de la crise anglophone? Je crois que nous assistons à une démarche très méthodique qui va crescendo. C'est-à-dire on s'attaque aux populations, ensuite on s'attaque au pouvoir exécutif, ensuite on s'attaque aux agents des ministères. Et maintenant, ils se mettent à s'attaquer, n'est-ce pas, au pouvoir judiciaire, parce que s'attaquer, n'est-ce pas, à un ancien vice-président de la Cour d'appel du Sud-Est, c'est s'attaquer au pouvoir judiciaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, après Congo Arbor, hier j'ai lancé très tôt le matin un appel à la mobilisation des acteurs de la justice pour faire en sorte que, n'est-ce pas, ce magistrat soit libéré. Je pense que nous avons affaire à des organisations, parce que je ne pense pas qu'il s'agit d'une seule organisation. C'est-à-dire qu'en fait, sur la crise anglophone, c'est-à-dire les revendications sectorielles au départ et devenues politiques par la suite, se sont grevés, n'est-ce pas, des groupuscules qui profitent, comme dans tous les conflits dans le monde, soit pour s'enrichir, soit pour porter atteinte au bien des personnes. Donc il va falloir changer de stratégie pour, n'est-ce pas, mettre en place des veilles permanentes. Justement, bâtonnier Charles Djongang, il y a maître Félix Agbon-Congo qui estime que cet enlèvement indique la détérioration de la situation sécuritaire et surtout la radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je ne partage pas le point de vue sur lequel ça indique la détérioration de l'ambiance sécuritaire. Je pense que toutes les dispositions militaires, policières et de gendarmerie ont été prises pour essayer de contrôler cette région. Je me suis même fait dire qu'il y a eu quelques acquisitions, n'est-ce pas, de drones pour observer le mouvement des uns et des autres. Par contre, indiquer que ça montre la radicalisation de ceux qui sont en face, la réponse est oui. Là, je suis d'accord avec lui. On observe une certaine radicalisation. C'est-à-dire qu'en fait, les négociateurs possibles ne veulent plus de rien du tout. Ils veulent simplement arriver, n'est-ce pas, à une partition du pays que personne ne peut accepter. C'est la raison pour laquelle, au demeurant, j'ai salué chez vos confrères, le déploiement du nouveau ministre de l'administration territoriale qui a pris langue avec un certain nombre de leaders, n'est-ce pas, de cette crise, et certainement, notamment le cas le plus patent, et le contact pris avec son éminence, le cardinal Toumi. Je pense que ces démarches, n'est-ce pas, auraient dû être prises il y a 2 ans pour éviter cette escalade. Mais comme le fait est là, nous devons faire avec. Justement, précisons que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, tient une réunion sécuritaire de haut niveau ce soir dans la région du littoral. Paul Atangadi, qui vous le voyez en image, est arrivé ce soir autour de 17h et depuis quelques minutes à présent, il y a une réunion de haut niveau, réunion sécuritaire qui se tient dans les services du gouverneur du littoral en présence des autorités administratives et des hauts responsables de la sécurité dans la région du littoral, réunion présidée par Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale, qui séjourne à Douala. Bâtonnier sur la démarche de ce nouveau ministre de l'administration territoriale qui a interdit la vente des armes de chasse, qui a proscrit la circulation des motos, taxis dans certains départements des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui depuis multiplie les descentes dans les régions anglophones et aujourd'hui dans le littoral. Comment vous appréciez la démarche menée jusqu'ici? Écoutez, l'on observe que nouveau ministre, nouvelle méthode. Vous savez, M. Atangadi est un homme pressé. C'est un homme pressé et il veut que les choses aillent vite, il veut trouver des solutions rapidement. Et voyez-vous, lorsqu'on embrasse trop, parfois on est très mal. Donc, sur l'ensemble de ces techniques, on peut la prouver. Lorsqu'il descend sur le terrain une fois tous les 2 semaines pour rencontrer les chefs de terre, je crois que même les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets doivent apprécier cela. Parce que d'habitude, ils sont convoqués à Yaoundé, à les conférences de gouverneurs, on barre de beaucoup de choses, en s'éloignant parfois des préoccupations des populations dont ils ont la charge. Je pense que de ce point de vue-là, on peut que se féliciter de ce qu'il n'est pas dans un fauteuil à Yaoundé en train d'attendre les rapports, mais qu'il descend sur le terrain, voir ce qui se passe en réalité. Maintenant, sur les mesures prises, sur les restrictions de certaines libertés, il faut regretter que ces mesures aient été prises de manière brutale. Parce que je vais prendre un seul exemple. Dans le domaine
des armureries dans les 6 régions. Vous savez, une armurerie, ce n'est pas simplement un endroit où on vend des armes, c'est une entreprise. Et dans ces entreprises, il y a 15 en moyenne à 30 personnes qui y travaillent. C'est-à-dire que le fait, n'est-ce pas, d'interdire cette activité, c'est mettre, n'est-ce pas, 30 fois 6 sans armurerie au chômage. Moi, j'ai dit sur ce point, et je maintiens mon point de vue, parce que je pense que dans une démocratie, il faut échanger pour trouver les meilleures solutions. Je pense qu'il était possible, n'est-ce pas, d'astreindre les contrôles autour de cette armurerie, sans pour autant, n'est-ce pas... Mais on parle quand même de près de 24 000 armes qui circulent de manière illicite au Cameroun. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire, justement... J'ai vu dans la décision du ministre que, après cette interdiction, il a prescrit un audit. Moi, je pense qu'il fallait inverser le système, c'est-à-dire prescrire l'audit et ensuite prendre des mesures, prendre des sanctions. Parce qu'une interdiction pour un agent économique, ce sont des sanctions. C'est un peu comme la générale qui fait des accidents et on interdit la circulation pendant 1-2 mois. Les conséquences économiques sur l'emploi sont énormes. Je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qui peuvent être prises, notamment sur le contrôle technique des bus. J'ai encore vu il y a quelques semaines, j'ai encore eu des gens qui sont venus à mon cabinet me dire qu'ils n'ont pas pu prendre, ils se sont rebellés. Parce que lorsqu'ils sont rentrés dans un cas, ils ont vu qu'il y avait des trous partout. Et puis le même agencier a refusé de remplacer les canons. Je pense qu'on peut prendre une mesure pour régler ça. Sur la prolifération, parce que le débat porte sur la prolifération des armes. D'où viennent-ils ces armes? Je ne pense pas que ce soit les armureries qui donnent des armes aux sécessionnistes. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que dans nos 2 frontières du nord, n'est-ce pas, vers le Nigeria, du Tchad et à l'est, vers le Centrafrique, vous savez, quand vous allez à l'est, vous trouvez des calaches à 25 000 francs CFA avec un chargeur. Même dans des villages où il n'y a pas de guerre. Hein? Donc par conséquent, dire que ce sont les sécessionnistes avec les complicités des armureries qui, n'est-ce pas, sont à l'origine de la prolifération des armes dans le pays, je crois que c'est prendre la question qui est grave, par un bout qui m'a parlé quand même polémique. Justement, au regard de cette escalade de la crise anglophone, il y a l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Peter Henry Baldwin, qui a engagé une discussion sur la crise anglophone. Il a réuni les personnalités religieuses comme l'éminence cardinal Christian Toumi, les acteurs de la société civile, des hommes politiques, pour essayer de trouver des solutions sur la crise anglophone. Comment vous appréciez cette démarche d'un diplomate américain sur une crise qui concerne le Cameroun? En tant que patriote d'une république, d'un État république indépendant, je trouve que, sans jeu de mots, que c'est une immixtion inacceptable dans la gestion, n'est-ce pas, des problèmes internes au Cameroun. Je crois qu'il y a un grand principe qui gouverne les relations entre États membres des Nations Unies, c'est la non-ingérence, n'est-ce pas, dans les affaires internes d'un pays, sauf si ce pays l'a sollicité. Maintenant, la situation de la crise anglophone n'a pas atteint le niveau où il faut faire des interventions. Un ambassadeur, fût-il l'ambassadeur d'une des plus grandes puissances au monde, ne peut pas prendre la liberté, au fût et au vu de tout le monde, de faire des tables rondes sur des questions de politique importantes concernant un État, sans que cet État soit, n'est-ce pas, impliqué ou que cet État n'ait requis, n'est-ce pas, son intervention. Ça vaut pour... Mais au-delà des États-Unis, il y a la France, il y a le Commonwealth qui régulièrement interpelle le président de la République, il y a les Nations Unies également qui ont réagi par rapport à la crise anglophone. Ce ne sont pas le même genre d'intervention. La France, le Commonwealth, les Nations Unies, ils sont venus en conseiller. Ils sont venus en conseil. Ils ont proposé des solutions à la sortie de crise, laissant effectivement à l'État du Cameroun le soin d'en prendre l'initiative. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous voyons arriver un ambassadeur des États-Unis, qui est à la recherche active de la solution à la crise sans l'État. Ça veut dire quoi? C'est un mauvais signe pour nous. Ça veut dire que si nous ne prenons pas les devants, mais après, c'est ces ambassadeurs, on va voir un des 5 membres du Conseil de sécurité convoquer une réunion du Conseil pour prescrire un plan de résolution de la crise camerounaise. C'est pour ça que je pense que nous devons être forts en tant que Camerounais pour trouver par nous-mêmes les solutions à cette crise afin d'éviter que la tentative qui est non dite dans ces démarches, c'est-à-dire la tentative de partition du Cameroun en 3 groupes, un au nord, un au centre
et au sud, n'est-ce pas, se réalisent. Vous avez vu quelles sont les conséquences sur le plan humanitaire et sur le plan de la vie des hommes, comme ce fut le cas au Soudan. On voit que ce genre de solutions aboutissent toujours à des guerres interminables. Justement, restons sur cette escalade de violences meurtrières observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le nouveau patron de la gendarmerie est appelé à marcher sur ces braises ardentes de la crise anglophone pour protéger les populations contre les groupes armés et préserver l'intégrité du territoire. Le flambeau des forces de défense camerounaises a été décerné à Yves Landry Galax Etoga, nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. C'était en présence du ministre de la Défense qui lui a décliné sa feuille de route à la tête de la gendarmerie nationale au Cameroun. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. La silhouette plus fine que d'ordinaire, la mine détendue, le pas tout de même hésitant, et de nombreuses poignées de main et de saluts militaires parmi la hiérarchie des forces de défense, voilà comment Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie sortant, est apparu lors de la cérémonie de remise du drapeau de la gendarmerie à son successeur Yves Landry Galax Etoga. Au nouveau promu, le ministre de la Défense a rappelé que bien qu'étant jeune, il bénéficie de la confiance de Paul Biya pour diriger la gendarmerie nationale à un moment délicat. Vous faites incontestablement partie des cadres jeunes à qui le chef de l'État a décidé de faire confiance aux côtés de leurs aînés. Vous prenez la tête de la gendarmerie nationale à une période hautement sensible sur le plan socio-politico-sécuritaire. Dans la foulée, il a prescrit au nouveau secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie des missions très précises. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, de la proactivité face aux événements et situations à gérer, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie, le sens de l'écoute et des usagers de la gendarmerie et des personnels placés sous votre autorité. Enfin, le portrait robot du gendarme, qui mérite d'être cité en exemple, a été dressé. Le bon gendarme, sur le secrétaire d'État, devra être félicité, encouragé et cité en exemple. Au rebours, le gendarme indiscipliné, désinvolte ou irresponsable devra avoir le traitement qu'appellent ses actes. Désormais, Yves Landry Galax Etoga, qui avait pris ses fonctions en demi-teinte au lendemain du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier, du fait de l'absence de Jean-Baptiste Bokam, est entré dans les habits du nouveau CED dans toute sa plénitude. C'est dans le feu de l'action qu'il est dorénavant attendu sur le terrain. De nouvelles personnalités sont dans le viseur de la justice au Cameroun. Un ancien gouverneur du littoral, un ex-directeur général du Crédit foncier du Cameroun, interdit de sortir du territoire au risque d'être arrêté et traduit devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial. Elles sont au total une trentaine de personnalités ainsi fichées. Au-delà de la présomption d'innocence, l'épervier a-t-il ciblé de nouvelles personnes soupçonnées d'être impliquées dans le détournement de deniers publics? Élément de réponse avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Une nouvelle vague de personnalités interdites de sortie du territoire. Dans la liste noire figure Fayengo Francis, actuel président du conseil d'administration du Bureau national d'état civil, BUNEC. Ancien PCA du port autonome de Douala, il est nommé en 2007 par décret présidentiel gouverneur du littoral où il officia pendant 4 ans. Est également présent sur la liste Jean-Marcel Dayas Mounoumé, en cavale à l'étranger et par ailleurs ex-patron du port autonome de Douala, condamné à 15 ans de prison en juillet 2015 pour détournement de deniers publics.
Autre candidat inscrit sur la liste est Camille Ekindi, ancien directeur général du Crédit foncier du Cameroun, empêtré dans une affaire de détournement de près de 3,5 milliards destiné à un projet de construction des logements d'Olembe 2 à Yaoundé. Dame Brigitte Sopongale, directrice de la Southwest International Construction Corporation SIC, n'est pas en reste. Accusée d'avoir arnaqué près de 180 familles auxquelles elle a promis des logements au standing à Bangampongo, dans l'arrondissement de Douala 3e, elle nie les faits qui lui sont reprochés. Une affaire encore pendante devant la justice. Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale, prévient ses collaborateurs qu'en cas de tentative de sortie du territoire, les concernés seront conduits au tribunal criminel spécial. Notons que le document signé du patron de la police n'évoque pas les motifs de cette restriction. Mais, en vertu de la loi, les mises en cause jouissent encore de la présomption d'innocence. Depuis la réactivation de l'opération Épervier, ce sont plusieurs caciques de l'État qui sont frappés par cette mesure d'interdiction de sortie du territoire. Une trentaine de personnalités interdites de sortie du territoire risquent d'être arrêtées et conduites devant les OPJ du tribunal criminel spécial. Bâtonnier Charles Tchongan, vous avez publié il y a près de 2 ans un livre sur l'impossible justice au Cameroun. Un livre dans lequel vous faites le bilan de cette opération Épervier. Aujourd'hui, d'abord, comment vous appréciez cette série d'interdictions de sortie du territoire adressées contre une trentaine de personnalités, parmi lesquelles des hauts commis de l'État? Je vais d'abord dire que ce sont des mesures conservatoires qui n'engagent en rien, n'est-ce pas, les magistrats sur la gestion du dossier. Je voulais également dire que cette vague, n'est-ce pas, de sortie des dossiers qui existaient déjà, parce qu'on fait croire que ce sont des nouveaux dossiers. Non, ces dossiers ont déjà bouclé, les enquêtes sont bouclées depuis. Il se trouve, je pense que c'est la nouvelle équipe présidentielle qui est en train de vouloir faire table rase de tous les mauvais dossiers et de tous les mauvais acteurs pour repartir sur un nouveau pied. Est-ce la proximité des élections? Moi, j'en sais rien. Mais je note simplement qu'on veut rapprocher les faits du juge. Vous savez, quand vous avez commis des actes 10 ans plus tôt et que vous vaquez tranquillement à vos occupations et qu'un matin on vous dit, bon, vous revenez vous justifier pour des actes que vous avez fait il y a 10 ans, ça pose quand même un problème dans l'opinion et dans la cadence, n'est-ce pas? Et quels sont ces problèmes, justement, qui sont évoqués entre les faits qui sont imputés à ces personnalités et le moment où intervient l'action de la justice? Mais la grande difficulté pour le juge sont les preuves. Parce que vous avez des preuves qui disparaissent entre-temps dans certains dossiers. Vous avez des témoins qui meurent entre-temps. Vous avez parfois même les mises en cause qui décèdent avant d'arriver devant le juge. Et tout ceci donne l'impression qu'il y a des acteurs, n'est-ce pas, des mises en cause qui sont protégés ou surprotégés et d'autres qui, n'est-ce pas, subissent les foudres de cette opération sans aucune demi-mesure. Donc il est bon que lorsque un gestionnaire est mis en cause, qu'on le mette à disposition de la justice pour qu'il s'explique sur les faits mis à charge afin que la justice passe. Justement, je note au demeurant. Avant que vous ne développiez davantage, lorsqu'un haut commis de l'État en fonction se retrouve interdit de sortie du territoire et qu'il y aurait des instructions judiciaires à son encontre, doit-il continuer à servir l'État ou doit-il être démis de ses fonctions pour se mettre à disposition de la justice? Je pense qu'il y a 2 attitudes possibles. Il y a une attitude qui relève de l'État et une autre attitude qui relève de mise en cause. L'attitude qui relève de l'État, c'est qu'un soupçon aussi grave ne peut pas peser sur la tête d'un haut commis de l'État alors que l'État lui confie encore des responsabilités de gestion des fonds publics. Donc, logiquement, l'État doit mettre ces messieurs à la disposition de la justice. L'autre attitude qui m'apparaît l'attitude la plus morale, c'est que ceux qui sont mis en cause, n'est-ce pas, se démettent eux-mêmes des fonctions parce que vous voyez le regard de quelqu'un qui est interdit de sortir du territoire sur des motos aussi graves, qui vient le matin dans un bureau de instruction, tous ces employés vont le regarder un peu comme, n'est-ce pas, le wrestler ou le bandit qui vient diriger des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et c'est pas bon, ni pour le service public, ni pour l'entreprise publique. Justement, dans votre livre Impossible justice, de l'impossible justice au Cameroun, vous critiquez cette démarche
de la part du pouvoir judiciaire concernant spécifiquement cette opération Épervier. Ça fait plus de 5 à 7 ans que l'opération est en cours. Quel bilan appréciez-vous quant aux fonds publics qui n'ont pas toujours été restitués jusqu'ici? Écoutez, selon des indiscrétions puisées à bonne source, on aurait dépensé plus de 70 milliards. Toutes dépenses confondues. Vous savez que dans cette affaire, on a commencé par un audit confié à des gens pas très clairs pour aller chercher où les fonds pouvaient se trouver à l'étranger. On leur a donné beaucoup d'argent. Après, il a fallu former des nouveaux inspecteurs pour créer ce corps spécialisé. Il a fallu construire un nouveau bâtiment pour installer des nouveaux magistrats. Il a fallu recruter des personnels spécialisés, etc., etc. Il a fallu recruter des experts pour faire des rapports. On a mis à contribution les grands inspecteurs, n'est-ce pas, de l'inspection générale de l'État, du Consupé, etc. Et lorsqu'on voit maintenant combien d'argent a été récupéré, mais on se demande si c'était opportun. On est à moins de 5 milliards. 5 milliards, il y a moins de 5 milliards rentrés dans au trésor public sur la base de ces poursuites. Pourquoi? Pour deux choses. C'est que les textes sur le détournement des deniers publics chez nous prescrivent de manière systématique la confiscation des biens, la confiscation du corps du délit. Je crois que si on respectait scrupuleusement ces textes-là, les gens commençaient à s'interroger. Voyez-vous, moi je disais dans le cadre d'une commission que vous imaginez quelqu'un qui a 12 villas, vous l'arrêtez, il n'y a pas de souci. Il purge 10 années, il ressort et il repart. Alors que si vous lui confisquez tout ce qu'il a construit avec cet argent-là, ça va commencer à interroger ceux qui sont en charge de la gestion des deniers publics. Voyez-vous, l'on sait, et le président l'a dit dans son interview avec Eric Tchindjé, on sait combien gagne un fonctionnaire. On sait combien gagne un ministre. On sait combien gagne un ambassadeur. À partir du moment où votre patrimoine est en distorsion avec vos revenus officiels, on doit pouvoir, comme au Sénégal, vous demander à tout le moins de justifier de l'origine des fonds en clair, il n'y a pas qui de vous ont permis de patrimoine de ces fonctionnaires au moment où ils accèdent à certaines fonctions. C'eût été une des belles solutions. L'article 66 de la Constitution, si avait été implémenté, il est évident que à l'entrée de toute fonction où vous avez un rapport avec l'argent, si vous déclarez vos billets à la sortie, on vérifie pour voir si effectivement, entre-temps, votre patrimoine n'a pas doublé. Et on va donc vous demander, n'est-ce pas, de vous expliquer sur ce fait-là. Mais il y a un autre élément, je l'ai toujours rappelé, je l'ai rappelé carrément dans mon ouvrage, c'est qu'il faut rétablir le principe de la comptabilité unique. L'État a un compte unique. D'où vient-il que dans les ministères, dans les plafonds, dans les tiroirs, on nous dit on a volé 7 milliards, 3 milliards, il y a un ministre, tous les ans on vote de l'argent dans son bureau. Comment expliquer qu'autant d'argent en espèces se trouve dans les bureaux de ministères, dans les bureaux de hauts fonctionnaires? Il y a là un problème. Le seul comptable public de l'État, c'est le Trésor. Et ce n'est pas le Trésor que sort l'argent de l'État. Or, aujourd'hui, on ne sait pas comment l'argent de l'État sort. Il y a des fonds qui sortent de partout. Je ne dis pas qu'il ne faille pas, dans un État comme le Cameroun, avoir des fonds spéciaux. Mais on sait où sont logés les fonds spéciaux de l'État du Cameroun. C'est la présidence de la République. Des fonds qu'on peut dépenser sans comptabilité. Mais ça, tous les États au monde ont des caisses noires. Justement. Donc, par conséquent, si tous les ministères ont des caisses noires, ça commence à poser des problèmes. Si tous les gouverneurs ont des caisses noires, ça commence à poser des problèmes. Si tous les préfets et les sous-préfets ont des caisses noires, ça commence à poser des problèmes. Il y a ce qu'on appelle en comptabilité publique les fonds d'intervention. Et là, il n'y a pas, en clair, vous déplorez ces fonds-là, c'est le manque de transparence. C'est le manque de transparence. Vous savez, c'est comme dans le secteur privé, la comptabilité privée est soumise au principe de la comptabilité double. Chaque sortie doit correspondre à une entrée. Vous comprenez? C'est l'objet de ce qu'on appelle le bilan en fin d'année. En clair, bâtonnier Charles Toungan, c'est un problème de gouvernance. C'est la présidence de la République qui est interpellée à nouveau sur la gestion de cette opération Épervier. Le président de la République également interpellé par un collectif d'avocats stagiaires indignés. Ils ont adressé un mémorandum qui est un document anonyme dans lequel ils dénoncent des dysfonctionnements et des irrégularités observées durant le déroulement de l'examen de fin de stage d'avocat
près de 70% de ces aspirants à la profession d'avocat ont échoué cet examen. Il demande l'intervention de Paul Biya pour mettre fin au chômage observé dans cette profession. Réaction des avocats et analyse de ce sujet dans ce reportage signé Kate Diarra. C'est dans un mémorandum datant du 5 avril dernier que les candidats malheureux de l'examen de fin de stage d'avocat, session de février 2018, réunis en collectif d'Andigné, réclament l'arbitrage du président de la République afin que soient revus les résultats proclamés par le ministre de la Justice il y a peu. Dans un test de 4 pages, il dénonce le nombre réduit d'admis à cet examen en revenant sur des éléments qui, selon eux, démontreraient à suffisance son manque de sérieux. À l'échelle de ceci, on peut noter la présence d'un impétrant sur la liste des candidats définitivement admis, alors même qu'ils n'auraient jamais, selon eux, été stagiaires, comme l'impose la loi du 24 octobre 2014 portant publication des listes de candidats. Dans ce même mémorandum, le collectif des avocats stagiaires indignés dénonce la violation d'un ensemble d'articles liés à la période de fin de stage et aux indemnités des membres de la commission d'examen. Un mémorandum qui, bien que compris dans le domaine, reste fortement critiqué par certains avocats. Déjà au niveau de la forme, ce texte est d'une médiocrité affligeante. Elle est même pitoyable. Rien qu'à la lecture de ce mémorandum, on se demande si les rédacteurs ou le rédacteur a vraiment le niveau d'être avocat. Ça peut expliquer beaucoup d'autres choses. Et les explications, il les donne. On ne peut pas se permettre dans une société qui se veut démocratique, des gens qui sont supposés appliquer la règle de droit et que leur niveau ne soit pas bon. C'est un peu comme si vous envoyez des médecins pour aller tuer les gens, des pilotes pour aller faire écraser des avions. Transcendant la forme critiquable du texte, il marque tout de même son incompréhension. Au-delà même de ce texte, concernant la situation de manière générale, je dois vous avouer que j'étais assez choqué par le taux d'échec. Pour lui, il est inadmissible que des avocats stagiaires, avec un niveau minimum, multiplié au cours de plusieurs années de stage pratique, soient recalés par un simple contrôle de sortie. En général, c'est un examen, c'est un contrôle de connaissances. Et ces connaissances sont beaucoup plus axées sur la pratique. C'est un peu par excès de langage qu'on dit que c'est un examen. Plus loin, il revient également sur des pratiques marchandes qui auraient lieu au sein du barreau et qui, selon lui, justifieraient à suffisance un niveau relativement bas de certains candidats. Beaucoup de personnes monnaient l'entrée dans le barreau. Sinon, on ne peut pas comprendre que des avocats écrivent de cette façon. Le niveau est devenu très bas parce que le contrôle de connaissances à l'entrée s'est fait à l'emporte-pièce. Est-ce qu'il est normal que des enfants se permettent qu'on les laisse entrer contre paiement de sommes et à la sortie, on découvre comme par enchantement, comme par curiosité, qu'ils n'avaient pas le niveau. Plutôt que de forcer la main, comme ils le font au président de la République, ces avocats stagiaires gagneraient, selon lui, à attendre une année, le temps que soit organisée une nouvelle session. Sur ce plateau du 20h, le bâtonnier Charles Tchongon, est-ce que vous êtes favorable à une intervention du président de la République pour revoir à la hausse le nombre d'admis au grand tableau de l'ordre des avocats du Cameroun? Non, si je n'étais pas sur un plateau à Mondovision, j'allais égrener des propos extrêmement violents à l'endroit de ces jeunes confrères. Mais je voulais dire tout de même, moi je suis ahuri de voir que des gens qui prétendent entrer dans une profession organisée considèrent que le contrôle à l'accès à la profession peut faire l'objet d'une intervention politique pour obliger le Conseil de l'ordre à revoir à la hausse des examens présidés par un jury. Je voulais vous le dire. Pour l'instant, le barreau n'a pas la maîtrise de son tableau. Le jury qui préside à l'entrée du barreau est composé de hauts magistrats de la Cour suprême et de professeurs agrégés de rang magistral. Si nous n'avions pas bataillé longuement, nous aurions pu nous trouver de manière minoritaire dans ce jury-là. Il y a quand même un taux d'échec de 66% je crois que cet examen. Ça suscite des questions. Mon ami Kengou vient de vous dire la cause. Le niveau actuel est extrêmement bas. À cela, deux causes. La faiblesse de la formation. Parce que quand vous avez 1300 avocats à former,
Vous savez, on est obligé d'aller louer la salle de la Cato, aller louer la salle de la CRPS à Yaoundé, pour pouvoir faire... Vous savez, quand vous faites un cours à 800 personnes, c'est pas la même chose lorsque vous faites un cours à 40 personnes. Ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve dans nos écoles primaires, dans nos collèges et lycées, où les gens prennent leurs cours sur le genou, avec des tablettes. Donc, il y a un problème de revoir la formation. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que les avocats en stage doivent comprendre qu'ils sont en stage. Comment se fait-il que le lundi matin, le lundi quand vous allez dans les cabinets, il n'y a pas de stagiaires. Quand ils vont à l'audience, ils ne viennent que le lendemain. Quand vous leur posez la question, ils vous disent « Ah, l'audience a trop duré, effectivement, parce qu'il y a parfois des audiences où le magistrat vient avec 300 dossiers. Et puis, le vendredi, il n'y a plus personne. » Comment veut-il se former comme cela? Bon, je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cabinets. En tout cas, ce n'est pas le cas dans le mien. Je veux dire qu'on a le même rythme de travail, on a un planning, et il y a des exercices qui ne se font pas, n'est-ce pas, au palais. Bâtonnier, est-ce que vous ignorez ces cris de détresse de ces aspirants à la profession? Je trouve inacceptable que quelqu'un qui se présente à un concours et qu'il échoue fait appel au président de la République pour modifier les résultats. Voyez-vous, moi, que c'est un examen et que moi, je ne devrais pas être autant filtré que ça l'est pour cet examen de vous savez, monsieur Nofel, moi j'ai été enseignant à l'université, j'ai été le président de la commission de la formation du barreau du Cameroun pratiquement pendant 12 ans, n'est-ce pas? Et j'ai présidé les examens. Et quand j'ai présidé les examens, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas d'examen. Eux, ils sont appelés à un examen de 2 ans et demi après, ils se plaignent. J'indique simplement, voyez-vous, moi j'ai une règle. Mon père me disait toujours, lorsque tu vas à un concours ou à un examen, s'il y a 4 places, tu dois dire que la première place c'est pour toi, les 3 autres places c'est pour les autres. Vous comprenez, hein? De sorte que quand on publie le résultat, je suis sûr que mon nom c'est mon nom, etc. Le premier réflexe de quelqu'un qui échoue à une épreuve, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit militaire ou sportive, c'est de poser la question, pourquoi ai-je échoué? Mais comme il y a toujours, vous avez, autour d'un échec à masse, vous avez toujours des activistes, des agitateurs qui poussent tout le monde dans l'anonymat à faire ce type de recours. Si vous faites le décompte de ceux qui, n'est-ce pas, ont initié cette démarche, ils ne seront pas plus de 10 ou 15. Vous comprenez? Et puis, il y a quand vous lisez, moi je ne vais pas en rajouter, parce que M. Kengo a tout dit sur la forme, mais lorsque vous jetez en pâture des noms de vos camarades, lorsque vous jetez en pâture des noms qui peuvent ressembler à un appel au tribalisme institutionnel, je trouve que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je dis simplement que c'est une bonne chose qu'au fur et à mesure que le barreau maîtrise son tableau, que le nombre d'accès au barreau soit réduit. Voyez-vous, au Sénégal, quand il y a 3 reçus, personne ne se plaint. À Paris, quand il y a sur 22, 3000 avocats, à Paris, quand il y a 5 de reçus, personne ne se plaint. Et je vais citer un cas pour calmer tout le monde. Maître Yen Eyum a été reçu au barreau de Paris, n'est-ce pas? Ils étaient une dizaine, pas plus. Parce qu'elle a fait son examen et elle a réussi son examen. La peur de l'examen, c'est la peur de ceux qui ne veulent pas se soumettre à la déontologie du métier. Merci. Voyez-vous, il y a du bon et du mauvais dans ce métier. Et comme a dit M. Kengoum tout à l'heure, le problème du niveau, la volonté d'apprendre, ceux qui pensent que dès qu'ils ont la touche, ils ont la connaissance, se trompent. Merci. Cette critique, vous l'avez fait pour les gens qui pensent que lorsqu'ils sont nommés ministres, ils deviennent omniscients. Merci, bâtonnier Charles Tchungan. Dans le reste de l'actualité, une 50aine de maisons détruites, des vergers ravagés, une église endommagée. C'est le bilan d'un violent orage qui a frappé de plein fouet certaines localités dans le département de la Villa, région du Sud. Des familles désormais sans abri, confrontées à l'insécurité alimentaire, ont lancé un cri de détresse. Reportage, Marcelin Gansop. Des maisons complètement détruites, d'autres à la toiture arrachée, des établissements de commerce transformés en champs de ruines, des plantations ravagées de part et d'autre, ainsi que d'autres dégâts matériels importants. Quelques jours après le passage de l'ouragan, le village Ndege, Pamvangan, offre un spectacle désolant. Toute la nuit, on a suivi un bruit. Du coup, je me suis levé en voulant sortir. J'ai constaté que la maison tombait sur moi, puis s'écroulait.
j'ai juste eu le temps de sortir et de m'enfuir. Personnellement, j'ai perdu parce que j'ai construit 3 maisons. 2 se sont envolées, 2 toitures sont parties comme ça. Je n'ai même pas récupéré, même pas une feuille de tôle. C'est parti. Comme vous-même, vous voyez comment les maisons, les toitures se sont envolées. Tout le verger du village est parti, le safoutier, le manguier, les gros avocatiers, il n'y a plus rien. Le vent a tout emporté. Les arbres qui se sont abattus sur les cacaos ont endommagé sérieusement les plantes. Ce sont une cinquantaine de maisons qui ont subi les foudres de la nature, faisant de leurs occupants des sans-domicile qui squattent désormais à la Belle Étoile. Même la chapelle de l'église presbytérienne du coin n'a pas échappé à la folie destructrice de cet ouragan d'un autre genre. Une bonne partie de la toiture a été emportée par le vent, laissant les fidèles sans voix. C'est une paroisse qui a été construite il y a beaucoup d'années. Et vous voyez, un grand vent est venu à dévaster l'église. Donc nous voulons, par rapport à cette situation dans laquelle nous vivons, l'État a souvent aidé l'église. Nous voulons que l'État nous vienne en aide pour pouvoir reconstruire. Parce que même les restes là, nous avons peur de continuer à faire les cultes dedans. Informé de cette catastrophe naturelle, le sous-préfet de Mbangan est descendu sur les lieux. Il était porteur d'un message de réconfort à l'endroit des populations sinistrées. Nous avons donc, dans le cadre de la protection civile, nous avons effectué la descente pour venir constater par nous-mêmes. Je dois le dire, les dégâts sont assez considérables. Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de corps d'armées humaines. Nous nous sommes attelés à constater ces dégâts et à les évaluer afin qu'un rapport soit dressé à l'attention de la autorité. Les victimes, qui ne savent à quel sens se vouer, appellent les pouvoirs publics au secours. Les élites, jusqu'ici silencieuses, sont également interpellées pour un quelconque appui susceptible de redonner le sourire aux populations sinistrées. Ndegue, qui entre ainsi tristement dans l'histoire, est un village de l'arrondissement de Mbangan. Nous sommes dans le département de l'Amvila, région du sud du Cameroun. Si vous résidez à Douala, vous avez peut-être vécu des chutes de poteaux électriques provoquant des coupures prolongées d'énergie dans plusieurs ménages. Ces incidents surviennent à la suite de mauvaises installations électriques. Interpellés sur ces désagréments, Eneo Cameroun sollicite des autorités administratives pour mener des opérations conjointes en vue de réduire ces risques d'incidents. Mitterrand Dam et Flavien Valodongo. Plusieurs installations électriques qui inondent nos villes et villages ne respectent pas les normes en la matière. Des poteaux bois en chute, des incendies et autres accidents enregistrés dans le secteur sont très souvent attribués à Eneo Cameroun, sans doute à tort. Les poteaux, aujourd'hui, on a réduit de 15% le taux d'accident lié à la chute de poteaux bois. Donc c'est pour vous dire à quel point la nouvelle stratégie qui est la nôtre va s'attaquer véritablement aux problèmes liés à l'exploitation de poteaux bois. À Eneo Cameroun, il est question de mettre un terme à ces désagréments qui n'honorent pas l'entreprise citoyenne à travers l'engagement des concertations avec tous les acteurs locaux en charge de la construction au nom de l'État des réseaux d'électrification dans les régions. Avec tous les incidents et les accidents que nous enregistrons sur notre réseau de distribution, il est question de sensibiliser tous les acteurs autour de cette nécessité d'avoir une vision commune. Ce n'est qu'en avançant ensemble que nous pouvons être efficaces sur le terrain, s'assurer que l'électricité qui est disponible, c'est une énergie qui sera de qualité, qui va servir au lieu de tuer les Camerounais. Voilà l'idée. La rencontre de Douala entre le directeur général d'Eneo Cameroun et le gouverneur de la région du littoral ce lundi sonne comme un engagement pour l'assainissement et la réduction des risques causés par ces mauvaises installations. Donc la nécessité de la concertation, c'est de voir comment toutes ces parties peuvent travailler ensemble pour remédier à ces différentes malfaçons et offrir un service de qualité aux populations. Le ministère de l'eau et de l'énergie a le rôle d'ingénieur de l'État dans tous les projets qui relèvent du domaine de l'énergie. Ça suppose que ce sont les ingénieurs du minier qui font le suivi de l'exécution des projets sur le terrain. Et ces ingénieurs du minier-là doivent être accompagnés par Eneo qui exploite le réseau à la fin.
La construction d'un réseau électrique est réglementée au Cameroun. Les autorités administratives, les maires et les différents acteurs impliqués dans le processus sont appelés à faire respecter cette réglementation. Et au Cameroun précise que c'est pour le bonheur des consommateurs. Ils sont 23 médecins venus d'Inde pour apporter leur expertise en vue de trouver des solutions aux problèmes de santé que rencontrent les Camerounais. C'est une mission médicale humanitaire initiée par le club Rotary International qui vise à faciliter l'accès aux soins pour les Camerounais dans les principaux hôpitaux de la capitale économique du Cameroun. Reportage. Ils sont au nombre de 500, les patients recensés pour des interventions chirurgicales. Une action humanitaire inédite pour Rotary International en terre camerounaise. L'hôpital Lakentini de Douala, l'hôpital général de Douala et l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa ont été choisis pour cette mission médicale. L'objectif recherché par le Rotary Club du Cameroun est de donner la santé à ceux qui sont défavorisés, ceux qui ne peuvent pas aller à l'hôpital normalement, ceux qui ne peuvent pas être opérés. Nous savons bien que dans notre société, il y a des gens qui sont défavorisés et c'est à cela que le club Rotary du Cameroun, avec le concours de nos amis de l'Inde, nous avons voulu redonner ce sourire. Les 23 médecins indiens sont pour la plupart chirurgiens et anesthésistes. Ils sont assistés de 9 volontaires, eux aussi en provenance de l'Inde. Nous avons dans le cadre de l'Inde un passe-président du Rotary International dont j'ai cité tout à l'heure l'ami Raja Sabo, qui a cette équipe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Il sillonne un peu l'Afrique en général, pas seulement l'Afrique subsaharienne. Tous vont travailler en collaboration avec une équipe de médecins camerounais. Les interventions concernent la chirurgie générale, l'otorino-laryngologie, l'ophtalmologie, l'urologie, la chirurgie plastique et la neurologie. Le plateau technique des 3 hôpitaux ciblés est déjà adapté. L'hôpital Lakentini avait l'obligation de remettre à niveau ses blocs opératoires, ce qui a été fait, c'est déjà un acquis. Nous avons remis à niveau notre bloc opératoire et fait l'acquisition de ce nombre d'équipements en attendant cette mission-là. Deuxièmement, en acceptant cette mission humanitaire, le ministre de la Santé publique avait prescrit aux hôpitaux la facilitation, la mise à disposition de ressources humaines et un volet spécifique par rapport au mentorat. Les dispositions sont prises pour le suivi post-opératoire des patients au terme de la mission. La facilitation prescrite par le ministre de la Santé publique nous oblige à faire en sorte d'assurer le suivi post-opératoire, d'assurer le caractère, j'ai envie de dire, gratuit, en offrant une contrepartie, la contrepartie camerounaise par rapport à cette mission humanitaire, ce sera la prise en charge des hospitalisations, la prise en charge des post-opératoires sur le compte de l'hôpital Lakentini. Tout est gratuit, même l'acte qui sera fait après. Donc les lits, s'il arrive que le malade soit hospitalisé, il n'aura aucun frais à débourser et l'hôpital Lakentini s'est engagé à cet effet. Le gros des opérations sera fait à l'hôpital Lakentini et je pense que nous n'aurons pas de problème au niveau du post-op. Ce projet intervient au moment où le Rotary International célèbre dans son calendrier le mois de la santé de la femme et de l'enfant. Avant le Cameroun, plusieurs États avaient déjà bénéficié de ce projet humanitaire. Parlant des femmes, la triste nouvelle nous parvient. Elles sont 3 femmes enceintes qui ont péri dans un naufrage survenu ce lundi dans le lac de Bambalan, situé à Ngoketundia. C'est un département de la région du Nord-Ouest. 3 autres filles ont également péri dans ce naufrage. Elles se trouvaient dans une embarcation de fortune et sans filet de sauvetage. La pirogue a chaviré sous l'effet des courants violents. Seules 2 personnes ont été secourues. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot à suivre sur Equinox Télévision. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.